Dakaractu au cœur de la 11e conférence ministérielle qui se tient actuellement à Buenos Aires en Argentine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau El Hadj Gorgui Wade Ndoye, journaliste basé à Genève en Suisse. Bonjour El Hadj Gorgui. Bonjour Samba, bonjour Dakaractu. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors vous êtes présent en Argentine dans le cadre de la MC11 en tant que journaliste. Quelle lecture d'abord faites-vous des travaux jusqu'ici? Je dirais que nous sommes à un moment critique des négociations internationales avec la venue de Trump au niveau international qui ne veut pas de relations internationales équilibrées, qui ne veut pas de relations internationales où les autres pays pourraient se faire entendre. Donc, face à cette situation, cette conférence a des enjeux multiples. D'abord, c'est est-ce que les pays vont réussir à s'entendre? Est-ce que les pays vont réussir à sauvegarder l'esprit du multilatéralisme? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, l'autre enjeu fondamental, notamment pour nous des pays d'Afrique, est-ce que le commerce sera ou restera au service du développement, donc au service de l'humain? Alors, 164 pays sont présents en Argentine où le commerce va se décider pour un système, disons, commercial multilatéral beaucoup plus performant. Alors aujourd'hui, quelle va être la posture, disons, des pays africains parler une seule même voix? Comme on en a parlé tout à l'heure, on a essayé de faire de sorte que les pays africains se réunissent, parlent le même langage. Ils l'ont fait sur beaucoup de sujets, mais quand même sur les questions liées à l'agriculture, il reste encore des consensus à avoir. Mais un autre dossier sur lequel les Africains ont été très solidaires, c'est sur le dossier du coton. Parce que, comme vous le savez, il y a le C4, ces pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Sénégal n'en fait pas partie, mais soutient fortement ce processus, le Tchad, le Mali et aujourd'hui aussi la Côte d'Ivoire a fait une forte déclaration pour rejoindre le C4 en disant le C4 pour tous. Et pour ces dossiers, oui, mais il y a une sorte de pincement au cœur. Ça veut dire que les Africains ont toujours attendu avec Doha, novembre 2001, cette grande déclaration où on disait nous allons faire du commerce et nous allons permettre aux pays les moins avancés de pouvoir combler le gap, même si moi je ne crois pas toujours à l'idée de pays sous-développés qui doivent courir pour rattraper des pays développés. Mais quand même, il y a des fondamentaux. Nous tous, nous savons que là où il y a des infrastructures, là où on crée des emplois, on crée moins de pauvreté. Et quand il y a moins de pauvreté, il y a plus de bien-être et du bonheur. Et le bonheur, c'est la quête fondamentale de tout être humain. Donc, ce qui se passe ici aujourd'hui, il y a une part d'espoir, mais je pense qu'avec la sortie des États-Unis, avec son ministre du Commerce, qui a renvoyé presque tout le monde balader pour parler vulgairement, et c'est ça la réalité, on a l'impression que les États-Unis de Trump ne veulent plus de l'OMC. Maintenant, qui va en souffrir? C'est les pays dits plus faibles. Parce qu'on va aller de plus en plus vers la signature d'accords bilatéraux, c'est-à-dire entre deux pays. Et en ce moment-là, le pays le plus fort pour bouffer, excusez-moi encore du terme, mais on est dans un moment complexe du multilatéralisme et on risque de revenir au moment de la jungle, où le lion plus fort pouvait manger les plus faibles. Absolument. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Les discussions, les négociations, devrais-je dire, se poursuivent, mais si le statu quo persiste, est-ce qu'on va encore poursuivre les négociations, mais ce sera en 2019? Oui. En fait, aujourd'hui, c'est qu'il est important que l'on puisse trouver une solution. Mais de ce que je sais, entre les couloirs, nos différents réseaux, il n'y aura pas d'accord. Je pensais à un miracle, il n'y en aura pas ici, à Buenos Aires. Maintenant, est-ce qu'il faudra s'en arrêter là et dire nous allons fermer la boutique? Non, parce que les paysans africains, ces gens qui se lèvent le matin pour aller au travail,
Les femmes dont on a signé ici une déclaration pour permettre plus de leur autonomisation avec le commerce, en leur donnant beaucoup plus de moyens et de respect, elles vont faire comment? Parce qu'il n'y a pas d'accord, on retourne au Moyen-Âge. C'est malheureusement ça. Mais non, je pense que les peuples seront assez intelligents et les puissances des pays de l'Amérique latine, comme vous l'avez déjà, vous, dans votre reportage montré au début, sur Dakar Actu, que 4 pays d'ici ont fait une déclaration commune pour soutenir l'OMC, donc soutenir le multilatéralisme. Et en ce sens-là, c'est important. Il faudrait aussi que nous, en Afrique, que les chefs d'État soient mis au courant de ce qui se passe ici réellement. Les ministres se battent. Notre ministre Alioune Sarr, on le voit dans beaucoup de commissions, il est médiateur et tout. Il fait son travail comme les autres. Mais il va falloir qu'on monte un peu d'échelle, que les chefs d'État se rendent compte qu'eux, on a besoin de leur voix, comme 4 présidents de l'Amérique latine l'ont fait ici, pour dire quelque part et indirectement, mais de manière très claire à Trump, nous voulons un monde civilisé, nous voulons un monde de négociation, nous ne voulons pas entrer en guerre pour un oui ou pour un non. Et pour cela, autour d'une table, négocions. Et ça, nous devons le faire pour l'humanité. Absolument. Alors des points comme la suppression de la subvention sur la pêcherie, disons le coton, le point sur l'agriculture, le e-commerce. Donc aujourd'hui que l'Afrique est vraiment au tournant et que l'Afrique, on l'attend avec des décisions fermes pour le développement du continent. Bien sûr, ça, vous savez, sur le coton par exemple, nous avons le coton africain qui est le meilleur coton au monde. Les Africains ne demandent plus d'aide. Et c'est ça qui est intéressant. Les Africains ne sont pas venus demander de l'aide. Ils demandent aux gens d'organiser un commerce où les règles sont claires. Et que les Européens, qu'ils arrêtent de mettre des milliards pour subventionner les agriculteurs, au moment où ils font ça et qu'ils ne veulent pas payer le bon prix du coton, ils sont en train justement de tuer l'agriculture dans nos pays. Et qu'est-ce qu'on voit? Eux, ils ne veulent plus que les Africains viennent chez eux. Ils ne veulent pas qu'on nous laisse pouvoir travailler avec la sueur de notre sang et que notre travail soit rémunéré à bon prix. Non, ils ne le font pas. Et avec ça, qu'est-ce que ça donne? Les jeunes qui sont dans la pêcherie, qui sont dans l'agriculture, ne trouvant plus de débouchés, ne trouvant plus de travail, il est normal qu'ils quittent pour aller chercher ailleurs de quoi vivre. Et en plus de ça, peut-être que je vais dire quelque chose qui ne va pas leur plaire, mais nous le savons. Le droit à la mobilité, c'est un droit humain fondamental. Aucun peuple, aucune institution ne peut maintenir d'autres humains sur place. Non, c'est en dehors de toute civilisation, c'est en dehors de toutes les règles de droit. Et ils le savent. Ils le savent. Alors on est à Hilton, dans la salle de presse, mais on y voit quand même peu d'Africains. Peut-on parler de manquement de la part, disons, des Africains pour faire ressortir ce qui se passe ici? Non, mais le problème, c'est souvent cela. Parfois, on invite 2 ou 3 Africains sur ceci, mais c'est juste pour compléter le kaléidoscope. Mais ces questions qui se posent ici, sur l'avenir du multilatéralisme, au moment où l'Afrique a, depuis 10 ans, le taux de croissance le plus important, au moment où dans des pays comme le Sénégal, on trouve du pétrole, du gaz, au moment où, comme dans des pays même économiquement faibles comme le Sénégal, où l'e-commerce devient important, où les jeunes sont très, en fait, au courant des nouveautés en ce qui concerne l'électronique, essayer de barrer la route, c'est de leur dire, attendez-nous encore, et quand on aura fini, on va vous aider. Mais cette relation asymétrique, nous n'en voulons plus. Et c'est aujourd'hui, avoir des journalistes africains, des techniciens africains, ici, ou ailleurs, et ailleurs, dans toutes les scènes où les grandes décisions internationales se prennent, est important. Parce que plus jamais, on ne devrait plus parler à notre place. Mais nous sommes les aînés de la terre, comme le disait Aimé Césaire. En plus de ça, vous savez, la raison est la chose de mieux partagée. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de complexe, vous avez fait un travail extraordinaire à partir d'ici.
mieux que certaines chaînes qui ont des moyens énormes. Mais imagine avec plus de moyens ce que Dakaractu peut faire en termes d'image pour l'Afrique et aussi de porter la voix de l'Afrique. Autre chose qui m'a énervé ici, on organise des conférences de presse. On n'en a pas eu des ministres africains, avec tout ce qu'il y a de ministres africains. Et là, peut-être c'était à l'Union africaine ou à nos ministres de dire à l'OMC, nous voulons aussi que les autres journalistes nous entendent comme les autres sont entendus. Absolument. Et ça, il faut qu'on profite aussi de ces rencontres pour que la voix de l'Afrique puisse s'entendre. Heureusement qu'il y a vous et deux autres personnes, sinon il n'y a rien. C'est malheureusement la réalité. C'est malheureusement la réalité, absolument. Alors, tantôt je l'ai évoqué, vous êtes journaliste basé à Genève, en Suisse. Alors, pour les Sénégalais qui ne vous connaissent pas, alors, comment est-ce que vous vous définissez? Vous présentez-vous devant ces Sénégalais? Je suis de Rufisque, de Colobane du Sud. Je suis d'une famille où on a appris aux gens à lire le Coran. Donc, je suis un talibé. J'ai fait mes études à Hambourg, au lycée Abdoulaye Sedchi. Ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université de Saint-Louis. Les langues étrangères appliquées. Donc, on fait partie de la 3e promotion avec d'ailleurs les Cheikh Dieye que vous avez vu ici, de ce qui était en sociologie. Et nous avons voulu, depuis que nous avons quitté la Suisse pour aller continuer nos études en Europe, notamment à Genève, porter l'Afrique. Et c'est un peu terrible. D'ailleurs, Boubacar Boris Diop, qui est un de mes grands frères et un de mes référents, disait souvent, quand tu es africain et que tu es en Europe et que tu es conscient, tu penses que tu portes l'Afrique sur tes épaules. Peut-être c'est une erreur de ma part, comme pas mal de choses, mais à chaque fois que je vois l'Afrique s'élever, je me sens m'élever. Quand je vois qu'on bassine, qu'on rabaisse les Africains, je me sens rabaissé. Et je ne veux pas m'en arrêter là, parce que tout simplement faire un constat. Aujourd'hui, nous avons des moyens de nous exprimer, surtout dans la langue des autres, de comprendre leurs techniques de communication. Nous savons clairement que l'information est une arme. Aujourd'hui, on ne peut plus venir tuer nos chefs d'État. Ce qu'on fait, c'est d'utiliser les médias. Autre chose, c'est que quand vous étiez en Europe, vous vous rendiez compte que les grands médias parlaient de l'Afrique en parlant juste de cette Afrique où les gens sont malades, atteints de sida, la famine, la guerre. Alors nous nous sommes dit, avec des amis, d'ailleurs il y a eu Aladi Diouf que vous connaissez, qui a fait aussi la politique maintenant au Sénat, Dr Abdourahmane Diouf, avec d'autres, Alassane Diop, informaticien, qui est maintenant retourné au Sénégal, enseignant à l'université aussi. Et donc, j'ai lancé Continent Premier, qui est un magazine panafricain en ligne, pour essayer de donner une image beaucoup plus complexe de l'Afrique. Il ne s'agit pas uniquement de donner une image positive. Ce n'est pas ça qui intéresse, mais c'est de montrer la complexité des images africaines, qui sont aussi cette complicité qui est à l'image de la complexité et de la diversité des populations africaines. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne comprend rien. J'ai aussi enseigné, j'ai animé des cours, un séminaire sur l'image de l'Afrique dans l'école de journalisme à Lausanne, où c'est pour les journalistes suisses. J'ai donné ce cours sur l'image de l'Afrique en Occident. Alors, quand tu regardes, je posais souvent aux étudiants, qui sont des journalistes dans les rédactions, après ils viennent pour avoir le diplôme RP. Qu'est-ce qui se passe? Combien y a-t-il de pays en Afrique? Mais ils ne le savent pas. Les gens ont toujours considéré que l'Afrique était un pays. J'ai dit, mais nous sommes quand même 54 États. Et rien que ça. Et l'autre chose, c'était aussi l'histoire avec la drogue, parce que c'est vrai, il y a 2-3 Africains qu'on peut voir dans les gares des grandes villes européennes qui vendent de la drogue. Et à chaque fois qu'il y a un problème, au pays qu'un noir passe quelque part pour demander quelque chose, même si c'est par rapport à ses diplômes, on le regarde souvent comme quelqu'un de dangereux. Alors là, j'ai fait un reportage au niveau même de la télévision suisse pour essayer d'alerter les gens sur ces situations. Donc quelque part, je suis un serviteur, un humble serviteur de l'Afrique.
Et je crois profondément à ce continent et aussi à mon pays, parce que nous avons la chance d'appartenir à un grand pays qui a marqué l'histoire du monde. Et il nous faudrait aujourd'hui ne pas baisser la garde. Et c'est possible. Il y a aujourd'hui des infrastructures qui sont en train d'être faites. Mais continuons aussi à construire les infrastructures spirituelles, morales. Parce que les comportements, c'est ça aussi qui nous aide à accompagner le développement économique. Alors, vous avez également une âme d'artiste, Oui. à mon avis. Vous avez rencontré pas mal, disons, d'artistes sénégalais, africains. Alors, comme disait Senghor, la culture doit être au cœur, au début et à la fin de chaque développement. Magnifique. Voilà. Alors, votre idée, votre conception de la culture africaine. Merci beaucoup de parler de Senghor. Vous savez, nous sommes quand même au mois de décembre. Et le 21, donc dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de ce grand penseur africain et même universel. Ce que je conçois comme la culture africaine, elle est très complexe, encore une fois. Mais je pense que l'Afrique a une âme. Et aujourd'hui, je pense que la culture africaine, si je pouvais la définir de manière très simple, c'est de dire, c'est ce qui donne âme et esprit à tout mouvement. Et quand tu parles de cela, ça renvoie à l'humanisme. L'Africain, quand il fait quelque chose, il essaie de lui donner un sens pour que ça puisse relier les gens. Et ça, je trouve fondamental. L'Africain ne peut pas exister sans la société, sans la communauté. Et il faudrait ça qu'on ne le perde jamais de vue. Et c'est fondamental parce que ça peut nous aider dans tout ce que nous faisons, que l'on soit journaliste, politicien ou autre, de nous rendre compte que nous devons toujours avoir en arrière-plan notre société qui nous regarde. Et effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai fait venir pas mal d'artistes africains à l'ONU, à Genève, pour la première fois, au niveau de la grande salle des Assemblées des Nations Unies. C'était une autre manière de montrer aux autres que l'Afrique, ce n'est pas que ce que vous pensez. Parce que faire venir un grand homme comme Ismaël Lo, qui a un discours magnifique, une tenue merveilleuse, faire venir une grande sommité comme Youssou N'Dour avec la francophonie, Salif Keïta et la jeune Sona Diabaté de la Gambie, c'était aussi pour dire que les Africains restent les maîtres, en tout cas les anciens de la civilisation, et demeurent aujourd'hui les gardiens de la civilisation humaine. On n'est pas berceau de l'humanité pour rien. Et cela, nous, journalistes, nous le vendons peu. Parce que souvent, on lit souvent les articles, les journaux d'ailleurs. On recopie parfois chez nous sans nous poser des questions. C'est pourquoi je pense que ça va vous gêner de vous le dire. Mais je suis très heureux de rencontrer Dakar Actu ici, à plus de 10 332 km de l'Europe. Parce que Dakar Actu actuellement est en train de faire, en devenant un média plus ouvert avec le multimédia, l'écrit, les tweets, les directs, Facebook, la télévision. Mais vous faites partie de ce qu'on appelle la présence africaine. Pour reprendre notre grand frère Alioune Diop, et les Cheikh Anta et autres. Parce que ce que vous êtes en train de faire permet aussi aux autres d'avoir un discours d'Africains sur l'Afrique. Et ça, c'est une bataille fondamentale. On pense que c'est gagné, ce n'est pas encore gagné. En Inde, c'est gagné. En Chine, c'est gagné parce que vous ne pouvez pas faire une thèse sans laquelle vous ne vous référiez pas à des écrivains ou à des journalistes de leur pays. Mais chez nous encore, un Européen pouvait se permettre de rester en Europe, de faire sa thèse complète sans jamais mettre les pieds en Afrique. Et cela, il faut que cela arrête. Sans jamais citer des écrivains ni des scientifiques africains. Ça, je pense qu'il faut que cela arrête. Et je pense que c'est cette compréhension que moi j'ai de cette presse émergente, numérique, mais qui est en train de s'élancer et qui accompagne aujourd'hui la progression, disons, le développement
dans le sens que nous l'entendons de l'Afrique. Alors, parlant de présence, vous êtes également au sein de l'ONU, où les décisions se prennent. Absolument. Alors, quel est votre combat au sein de cette institution onusienne? Oui, en tant que journaliste accrédité, et je suis le seul journaliste sénégalais accrédité aux Nations Unies depuis sa création. Depuis 19 ans maintenant, je suis à l'ONU à Genève. J'essaie donc d'apporter l'Afrique au sein de cet institut. Parce qu'auparavant, vous avez des correspondants européens, américains notamment. Les questions, c'est normal qu'ils posent des questions liées à leurs intérêts. Il ne faut pas se leurrer. Et les agences de presse dont on a toujours pensé que c'était des agences libres, mais ce n'est pas vrai. Il faut se détromper. Les agences de presse, ils informent d'abord, certes, sur du factuel, mais pour l'intérêt de leur propre lectorat. Elles ne sont pas faites pour nous. S'il n'y a pas un journaliste africain qui puisse soulever des questions avec une perspective africaine, qui va les faire? Moi, il m'est arrivé les premières années à l'ONU, j'entendais une porte-parole dire « Oui, mais au Congo, quelque part, ils vivent même pas comme des êtres humains. » Je dis « D'où ça vient ça, madame ?» Elle a dû se rectifier, dire « Oui, c'était dans un rapport, etc. » Et l'autre chose, c'est que l'ONU, même si elle fait beaucoup de choses, l'ONU, parfois, avec certaines ONG, utilise ce qu'on appelle le misérabilisme africain pour se financer. Et cet argent-là, il faut que les Africains aient le courage de demander des comptes aux Nations Unies et aux ONG aussi. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Parce que souvent, on dit que les Africains sont corrompus, mais moins de 70%, 70% de l'argent entre directement dans le pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous-mêmes, que nous ayons une autre lecture de toutes ces organisations et de mieux les adapter à nos propres réalités? Elles deviendraient beaucoup plus efficaces et nous aussi, ça nous apporterait beaucoup plus de bonheur. Sinon, bon voilà, on va continuer toujours comme si c'était dans les années 45 où nous n'étions pas là. C'est la même question qu'on a ici à l'OMC. Parce que l'OMC est créé avec l'accord de Gatt de 1947 où il n'y avait pas des pays africains indépendants comme nous. On est passé à l'accord, à la déclaration de novembre 2001 de Doha qui dit commerce et développement, mais les Européens, ils n'en veulent pas. Mais c'est ça la question. Ce qui veut dire que c'est important qu'on ait une voix, des voix africaines qui puissent s'exprimer avec intelligence. Parce que le truc ne sert plus à rien d'insulter. Moi, je dis que nous avons assez de formation, mais un peu de générosité, que chaque Africain se dise que l'avenir de ce continent est d'abord entre ses mains. Mais aussi le fait toujours de critiquer les gouvernements. Il faut le faire. Mais essayons de mettre notre pierre d'abord. Là, on est beaucoup plus crédible. Si on critique et qu'on fait des actions pratiques, pragmatiques, qu'on encadre aussi les plus jeunes, que nos aînés aident aussi les jeunes. Il faut encadrer la jeunesse et comprendre leur motivation. Ne pas les inhiber, les aider à s'élever, à émerger, mais avec générosité. Et que les jeunes aussi comprennent que les aînés ont cette sagesse-là qui nous permettent d'avancer, mais avec assurance, comme disait Pascal. Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, El Hadj Gorgui envisage-t-il, disons, un jour de rentrer au Sénégal pour... Vous savez, très profond chez les Sénégalais, chez un vrai Sénégalais. Parce que moi, j'ai maintenant 40 ans et quelques, j'en ai pas l'air peut-être, touchons du bois, Dieu merci. Vous savez, ma génération est la génération charnière. Nous sommes cette génération-là qui avons encore gardé beaucoup de la culture africaine dont nous sommes très fiers. Et nous voulons aussi que les plus jeunes qui sont venus après nous et qui sont au pays ou ailleurs, qu'ils se rendent compte que nous avons des valeurs fondamentales. Oui, si dans cette civilisation on dit on est meilleur toujours, et ça c'est vrai, l'Africain, le Sénégalais notamment, il est toujours content quand il peut réussir auprès de sa maman, l'aider, de son père, etc. Mais moi, je me suis marié avec l'Afrique, je me suis marié avec le Sénégal. Partout où le Sénégal, mon pays, mon beau pays, aura besoin de moi, je serai présent. Quel que soit alpha, je ne quitte jamais le Sénégal avec mes écrits. Et de temps en temps, je viens en voyage. Et quand je viens en voyage, j'essaie aussi de mobiliser les plus jeunes pour faire des actions citoyennes, comme au niveau
la propreté pour les plages, etc. On encadre aussi les autres. C'est ce que je peux faire modestement. Et puis au niveau du gouvernement, je ne suis pas dans le gouvernement, mais à chaque fois qu'un ministre sénégalais est envoyé, ou même le chef de l'État, depuis Wade, Diouf, etc., et l'actuel président, si je peux apporter mon concours par ma plume pour mieux faire comprendre les enjeux, les thématiques qu'ils développent. Parce que souvent, quand on est souvent au pays, on a le nez trop dans les choses qu'on ne sent même pas ce qui est en train d'être fait en meilleur. Donc c'est bien avec le recul parfois de dire qu'il y a des lumières dans ce que font nos hommes d'État. Et cela aussi, il faut les montrer, tout en gardant l'esprit critique, mais avec générosité. Autrement dit, on ne quitte jamais le Sénégal car on le porte dans son cœur. Magnifique. Là, je pense que je ne peux pas conclure mieux que ça. Le Sénégal est au début, à la fin de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être plus grand que le Sénégal. Nous serons toujours très petits face à ce grand pays que nous aimons servir. Est-ce que ça, parfois, le Thiéboudienne vous manque? Le Thiéboudienne, bien évidemment. Et ouais, justement, et d'ailleurs, à Genève, il y a un restaurant sénégalais que tient une dame, une Sénégalaise qui s'appelle Fatou Bao. Il y en a aussi un autre restaurant à Palmarin. Et là, de temps en temps, nous amenons nos amis suisses et autres. Et puis aussi, vous, quand vous venez pour le travail, on vous dit, c'est vrai, vous mangez beaucoup le thiéboudienne, mais parfois, manger un thiéboudienne à l'étranger participe aussi à montrer la culture sénégalaise. C'est un peu les ambassadrices de la culture culinaire sénégalaise. Oui, ça me manque, surtout que je suis encore célibataire, donc ouais. Eh bien, El Hadj Gorgui, on vous remercie. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer à Buenos Aires. Merci. Alors, comme disait un journaliste, un député, alors vous avez 30 secondes face à la caméra pour dire un petit discours aux Sénégalais qui aussi. Je voudrais dire aux Sénégalais qu'on a la chance d'être dans un pays qui est bien placé, le pays le plus occidental de l'Afrique. L'océan Atlantique, nous avons une côte, des côtes. De grâce, prenons soin de notre pays. La propreté dans nos maisons, la propreté dans les quartiers, la propreté dans les villes. Qu'on sache que nit ki lu mu bëggal boppam war na ko bëggal keneen. L'autre chose, on a la chance d'être dans un pays où nous sommes soit musulmans, catholiques ou agnostiques ou même d'autres obédiences. Mais cette foi, on doit la mettre au service aussi de notre développement. Et je lance aussi un appel aux hommes politiques. S'il vous plaît, yéen nañu am lii vous ànd leen diversité ñàkkul, unité, si les valeurs les plus importantes, les choses les plus importantes de notre pays, on doit pouvoir vous voir ensemble. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup. Merci voilà donc beaucoup en tout cas Dakaractu. Dakaractu qui recevait El Hadj Gorgui Wade Ndoye, journaliste sénégalais basé à Genève en Suisse et rencontré ici à Argentine dans le cadre de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi.